Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce lundi 5 mars. Dans les titres aujourd'hui, la pose de la première pierre de la nouvelle faculté de Nîmes en lieu et place de l'ancien hôpital, ouverture prévue à la rentrée 2013. La brivado des plages au Grau-du-Roi avait lieu ce week-end. Après le drame de 2006, de nombreuses mesures de sécurité avaient été prises. Et puis en sport, on retiendra l'exploit des poloistes montpelliérains qui sont allés s'imposer largement à Marseille. Mais on commence cette édition avec cette information. Un réseau de trafic de stupéfiants a été démantelé à Montpellier, Bordeaux, Angoulême et Poitiers. Après plusieurs mois de filature et de planques, les enquêteurs sont intervenus à l'occasion d'une livraison en provenance d'Espagne. Au total, 4 personnes ont été interpellées à Montpellier. Je vous propose d'écouter Benoît Desmartins, chef de la sûreté départementale de l'Hérault. C'est une enquête qui avait démarré dans le sud-ouest de la France et dans l'ouest également, pour laquelle nous avons été co-saisis, juridiquement parlant, depuis le mois de décembre. Donc on travaillait à 4 services de police, 4 sûretés départementales en France, et qu'on travaillait donc sur ce trafic qui permet d'aboutir avant-hier à la saisie de presque 550 kilos de résine de cannabis et plus de 7 kilos d'héroïne. Et je tiens à indiquer également que 13 individus ont été interpellés sur les 3 autres villes, Bordeaux, Angoulême et Poitiers. Ce qui fait 17 interpellations en tout, avec 10 déferments au final devant le juge d'instruction de Bordeaux. Nîmes s'enrichit côté universitaire puisque cet après-midi avait lieu la pose de la première pierre de la faculté Hoche-Cernam qui constitue le 3e volet de travaux en lieu et place de l'ancien hôpital Gaston Doumergue. À la clé, de nouvelles formations professionnelles dont 12 licences et 6 masters. L'ouverture est prévue pour la rentrée 2013. Nicolas Pinchino y était. L'entrée du futur site universitaire se fera par l'ancienne chapelle de l'hôpital Doumergue. Une porte d'entrée imposante qu'a souhaité conserver l'architecte pour les futurs 800 étudiants nîmois. Les grandes typologies hospitalières du 19e siècle, elles se prêtent bien à ce genre de réhabilitation et de réutilisation. Moi, j'utilise presque le terme de recyclage pour ce genre de bâtiment et c'est très important. Ce sont des formes architecturales qui permettent de réintervenir dessus. Un site universitaire dont l'ouverture est fixée à la rentrée 2013, presque 10 ans après le rachat du terrain par la ville. Effectivement, un quartier en pleine mutation après avoir connu une grosse activité pendant des années ici avec l'hôpital Gaston Doumergue. Aujourd'hui, une activité jeune, une création d'une crèche il y a 3 ans. L'inauguration de 160 logements d'étudiants il y a un peu moins d'1 an, et puis des étudiants qui arrivent. De grands bouleversements pour le quartier Hoche-Cernam. Et puis cela représente une nouvelle offre importante pour l'université nîmoise, puisque les 800 étudiants prochainement accueillis sur le site auront le choix parmi 12 licences professionnelles, 6 masters et 6 diplômes universitaires. Un engagement fort de l'université de Nîmes vers la professionnalisation. Coût des travaux, 20,6 millions d'euros que se partagent l'État, la ville, la région et le Conseil général. Robert Navarro, le sénateur de l'Hérault, devrait en savoir plus le 15 mars prochain sur son avenir judiciaire. Ce jour-là, le bureau du Sénat examinera la demande de levée de son immunité parlementaire déposée via la chancellerie par Sabine Leclerc. La juge montpelliéraine instruit une enquête pour abus de confiance qui l'a déjà amené à mettre en examen l'épouse de l'ancien premier secrétaire de la Fédération socialiste de l'Hérault. Obtenir cette levée d'immunité est une obligation pour la magistrate si elle souhaite placer en garde à vue ou soumettre Robert Navarro à un contrôle judiciaire. Elle n'en a en revanche pas besoin si elle souhaite le mettre en examen. Et puis certains d'entre vous l'ont certainement subi aujourd'hui. Il y a eu des perturbations sur la ligne 1 du tramway entre Odysseum et Léon Blum. C'est la rupture d'un câble qui est à l'origine de l'incident. La circulation devait rentrer dans l'ordre dans l'après-midi. Près de 1500 personnes sont descendues dans la rue samedi pour soutenir le projet de multiplex à Saint-Gély-du-Fesque. Le Royal Pic Saint-Loup, porté par le groupe Aubert, prévoit 8 salles de 1482 sièges. La municipalité avait battu le rappel pour organiser cette démonstration de force. Le défilé a traversé le quartier des Vôtes, où est implantée l'association qui a déposé un recours au tribunal contre le permis de construire, au motif de préserver sa tranquillité, ce que ne comprend pas le maire Georges Vincent. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Franchement, je m'interroge sur leur véritable motivation. C'est pas un problème de tranquillité, ce n'est pas possible. Ils sont tellement éloignés. Il y a le lien entre le site du cinéma et eux. Personne ne viendra se perdre ici. Et alors, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent ce que sont leurs motivations. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu les rencontrer. Impossible d'entrer en contact avec eux. On attend, voilà.
Moi, je voulais faire un multiplex culturel, comme jamais ça a été fait en France, avec des expositions de peinture, des rencontres avec des metteurs en scène, et puis surtout on avait prévu une grande salle pour faire en semaine du théâtre ou faire quelques concerts. Donc c'est quand même dommage pour une poignée de récalcitrants qui ont peur que leur villa perdent de leur valeur, d'empêcher au reste des gens, de la population d'ici, un cinéma. En septembre 2006, Giovanni Tempesta était mortellement renversé par un taureau lors d'une abrivado dans le centre du Grau-du-Roi. Les élus en charge de l'organisation avaient été condamnés à des peines de prison avec sursis et à des amendes par le tribunal correctionnel de Nîmes. Alors il est vrai qu'au moment de lâcher les taureaux sur les plages du Grau-du-Roi pour la traditionnelle abrivado des plages, les organisateurs s'entourent de multiples précautions. Reportage Patrick Mallet. Placée sous le signe de la sécurité, l'édition 2012 de la Brivado des plages au Grau-du-Roi a réuni plus de 10 000 personnes sur la plage du Boucanet. Et donc la recommandation, bien évidemment, est de dire à tous et à toutes, aidez-nous à être prudents et éviter tout accident. Éviter tout accident, telle était donc la volonté d'Étienne Mouru. Mais à force de limiter le nombre de manades présentes, à force de limiter le nombre de taureaux et de multiplier le nombre de cavaliers, ne risque-t-on pas de perdre ce qui fait l'essence de ces manifestations, l'émotion et la sensation de danger pour le public? Il faut savoir charbonner, il faut qu'ils aient des attrapailleurs, mais c'est qu'ils passent trop vite. Donc on peut attraper aucun taureau et on peut même pas charbonner, donc ça sert à rien, quoi. Quelques taureaux toutefois furent arrêtés par les attrapailleurs et vite relâchés. Entre trop de sécurité et un maintien des émotions sur de tels spectacles, la ville du Grau-du-Roi n'a pas trouvé le bon équilibre. Mais ce qui est sûr, c'est que la manifestation, comme chaque année, annonce le printemps et le temps des fêtes dans les villages de la région. Souvenez-vous, le 5 mars 1993, à Montpellier, 3 pieds noirs nostalgiques abattaient Jacques Roseau de 3 balles. Il reprochait au président du recours, association opposée à la leur, sa modération et son chiraquisme. Aujourd'hui, à l'occasion de la 19e commémoration de sa mort, les rapatriés n'oublient pas leur histoire et encore moins qu'ils possèdent le droit de vote. Je vous propose d'écouter Roland Dessy au micro de Pierre-Paul Castelli. Depuis sa disparition, plus aucun acte politique majeur n'a été fait pour justement effacer ces 50 ans et rendre aux rapatriés leur dignité. Nous manquons de dignité, nous manquons de considération. Nous ne demandons pas la lune, nous demandons notre dû, ce qui nous est dû. Ce qui a été enlevé et ce qui a été donné par raison d'État, c'est l'État. Nous sommes partis, on a sauvé notre peau, c'est l'essentiel. Mais il y avait des engagements qui avaient été pris au plus haut niveau de l'État à l'époque, c'est-à-dire une indemnisation des biens à 100%. 50 ans après, nous en sommes à 42%, l'indemnisation des rapatriés. Donc nous demandons notre dû, les réinstaller. Ah, il y a eu des réinstallations, il y a eu des choses qui ont été faites. Il ne faut jamais dire rien n'a été fait. Ça a été fait. Mais les réinstaller maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste les tribunaux. Et on vient de nous enlever la dernière cartouche devant les tribunaux. Une loi sur la suspension des poursuites qui vient d'être abrogée par le Conseil constitutionnel. C'est une honte. Je dis bien c'est une honte. Honte au Conseil constitutionnel qui n'avait pas besoin d'abroger cette loi. C'est pour la raison pour laquelle, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une connotation de commémoration, certes, mais une connotation politique aussi. Nous demandons aux rapatriés de se servir de ce bulletin de vote. C'est la dernière chose qui nous reste. Et de punir les gens qui n'ont pas respecté les engagements. Notez que TV Sud consacrera une émission spéciale à ce sujet le jeudi 15 mars à 20h45. On ouvre une page sport. Plusieurs milliers de personnes ont participé dimanche à la 19e édition des Pyramides, la course pédestre organisée à la Grande Motte. Le but était de courir pour un enfant et de permettre ainsi au Lions Club d'aider, d'accompagner, de soulager, d'encourager les enfants en difficulté. 3 courses étaient proposées sur 5, 10 et 21 km, sans oublier bien sûr une épreuve réservée aux enfants. Sur la distance reine de 21 km, Guillaume Canovas, qui n'est pas un spécialiste de la discipline, s'impose en 1h11 minutes et 17 secondes. La première féminine
féminine prend la 70e place. Patricia Bousset a parcouru les 21 km en 1h24 minutes et 48 secondes. On écoute les vainqueurs au micro d'Olivier Roiran. C'est mon premier semi-marathon et je le gagne, donc je suis super content. J'ai pris énormément de plaisir à courir et à faire un temps de rêve. C'est vrai que normalement aujourd'hui j'aurais dû courir les France de cross, mais j'étais pas assez prêt. Donc j'ai voulu me faire plaisir ici et chose réussite. Je me suis senti très bien dès le départ, le rythme n'est pas parti très vite. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des 10 km et on part beaucoup plus vite. Donc là j'ai bien géré jusqu'à la moitié du parcours et puis sur la fin je sentais qu'il me restait du jus. Donc j'ai accéléré pour gagner. Ça a été dur parce que c'est toujours difficile de reprendre le semi-marathon. Quand on fait des 10-15 bornes, les 6 km d'après c'est plus le même chemin, on dira. Bon, malgré tout je suis partie très très prudente sur la première partie. Et je me suis sentie bien entre le 8 et le 10, donc j'ai essayé de dérouler. Elle était malgré tout au moins à 300 bons mètres la première, mais bon ça va, progressivement je suis remontée sur elle. Et puis j'avais un bon moral, de bonnes jambes, donc je suis contente. C'est l'exploit du week-end. En tête des championnats de France, on trouve bien sûr le MHSC. Second, après son match nul à Dijon, le Montpellier Handball, quasi assuré d'un 14e titre de champion de France. Et puis le Montpellier Waterpolo, qui après sa belle victoire à Marseille, s'installe en tête du championnat. Compte rendu de la rencontre avec Rudy Dahan de la chaîne Marseille. C'était le tournant de la phase de match aller du championnat de France élite de waterpolo. Et c'est le cercle des nageurs de Marseille qui accueillait en leader son dauphin de Montpellier ce week-end. Pourtant, ce sont les Héroltais, à l'issue d'une rencontre aussi bien engagée qu'enragée, qui ont terminé cette première partie de saison en leader grâce à leur victoire 9-13. On a attendu vraiment un match difficile. Je pense que ce soir, vraiment, Montpellier a montré de plus. Ils ont mérité de gagner ce match. Le championnat est encore ouvert et on va essayer, avant le play-off, d'améliorer notre jeu. Malgré ce succès encourageant, Montpellier reste sur ses gardes et sait que la course est loin d'être finie. Cette victoire nous permet d'être premier à la fin de la phase régulière. Voilà, c'est tout, ça nous donne que cet avantage. Après, ça nous rassure dans nos capacités, ça confirme la confiance qu'on avait en nous, mais ça ne nous rapproche absolument pas du titre. Non, il reste 9 matchs. Non. Là, on a eu la hargne, et c'est ce qui nous fait... puisqu'on voit que même Marseille pète un peu les plombs à un certain moment, donc c'est bien. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que dans le championnat français, au moins, il y a 2 équipes, avec Nice, je pense aussi, donc c'est bien aussi pour le niveau. Alors avec un match en moins, le septuple champion de France marseillais peut encore revenir à la hauteur du nouveau leader, mais cette victoire héroltaise relance le suspense avant une seconde partie de saison qui s'annonce déjà explosive. Vous l'aurez noté, Montpellier s'est bien imposé 12-9 dans la piscine du Cercle des nageurs de Marseille. Organiser un événement festif et culturel sur la base de faits historiques, c'est le principe de la Semaine Sévenol qui se déroulait cette semaine à Alès avec en point d'orgue une reconstitution de la guerre des Camisards, suivie par l'œil averti d'Olivier Michel. Camisards, qu'est-ce donc? Qu'est-ce à quoi les Camisards? Vous n'imaginez pas qu'avec les dragons qui sont là, d'aucuns s'afficheront Camisards? Nous attendrons la nuit. Et notre camise servira à nous reconnaître. C'est suite à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV que les protestants cévenols, dits camisards, sont entrés dans une lutte armée afin de défendre face au roi catholique leur liberté de culte. C'était un monarque de droit divin qui était nommé directement par Dieu et donc il ne supportait pas qu'on puisse remettre cette foi en question. Donc là c'était vraiment l'éradication de la foi protestante. Appelés camisards en raison des chemises qu'ils portaient, ils sont entrés dans une foi clandestine et ont combattu de 1702 à 1704 l'armée des dragons. Ils ont pris les armes, qui étaient souvent des fourches, des bâtons, des armes récupérées sur le corps des dragons. Et ils ont essayé de se battre contre ces dragons. Ils étaient, eux, 3000, les dragons étaient 30 000. Certes, ils n'ont pas gagné la guerre, mais la suite a prouvé que, voilà, pour la liberté de conscience, ils avaient bien fait de se battre. Un épisode qui a marqué la terre cévenole et qui est depuis 2 ans source d'une manifestation à la fois festive et culturelle. Nous avons une équipe d'éthique quand même qui recherche vraiment l'histoire. Vraiment la réalité de l'histoire, parce que je crois qu'on ne peut pas non plus la transformer, si on veut qu'elle soit réaliste et acceptée par les gens. Je crois qu'il faut aujourd'hui l'évoquer pour les jeunes, c'est un devoir de mémoire aussi. La reconstitution historique fédère le temps d'un week-end nombre de cévenols qui se costument ou viennent à la découverte d'anciens mœurs.
Ceux qui veulent pas embrasser la croix, mais il n'y a pas de problème, on peut tout leur donner. Fort d'un succès croissant, la semaine Cévenol s'offre comme un rappel historique, un jeu de rôle où l'on cherche les anachronismes et où l'on ne sait surtout plus à quel saint se vouer. Vous croyez en quoi alors? En tout. Surtout aux femmes. Je les confesse. Voilà, c'est tout pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30. En attendant, passez une bonne soirée sur TV Sud.